Le temps d'un voyage, un roman de Xavier Pivano, aux éditions Ligne Continue. Le bateau flottait, immobile au creux d'une courbe du fleuve. D'un blanc lumineux, ses trois ponts contrastaient avec le vert sombre, le vert émeraude de la forêt environnante. Le silence régnait à bord, mais aux alentours, le sous-bois bruissait, crissait de mille sons. Les animaux s'étaient habitués à la présence étrangère du bateau et de ses bruyants occupants, pour leur absent. Le capitaine, ou Capitán da Selva, comme on l'appelait à défaut de connaître son véritable nom, profitait de ces instants de calme. Il reposait sur le pont supérieur, dans son hamac de coton à la couleur indéfinissable, protégé des ardeurs du soleil par un auvent de palmes tressées. Il fumait un fin cigare noir et tordu, dont l'odeur pestilentielle semblait écarter la vermine volante. Le capitaine plissait les yeux, attentif, tout en écoutant les cris des singes hurleurs. Il se demandait s'il n'allait pas en tuer un ou deux pour agrémenter le repas du soir, qui, sinon, s'annonçait aussi monotone que d'habitude. Une fois le singe bien débité, en petits morceaux mélangés aux haricots et au manioc, personne ne devinerait la nature de la viande. Il tordit ses lèvres en une moue de regret et s'éjecta hors de la douce quiétude de son hamac. Il se rendit dans sa cabine, décrocha une des deux carabines qui pendaient à un râtelier, farfouilla dans une caisse sous la couchette du bas et récupéra quelques balles qu'il fourra dans les poches de son short en jean élimé. Le capitaine descendit alors sur le pont inférieur et s'avança sur la passerelle jetée entre la rambarde et la rive. Il pénétra dans le sous-bois, suivant la minuscule sente que les Indiens discrets avaient tracée. Le capitaine marchait pieds nus, silencieux comme les autochtones qu'il côtoyait depuis plusieurs années déjà. Il évitait avec naturel et aisance les redoutables épines des palmiers, les lianes urticantes et les colonies de fourmis, grandes comme la moitié d'un doigt, qui harcelaient le voyageur imprudent de leurs pinces puissantes. Il se dirigeait au son, guidé par les cris qui résonnaient sous le couvert de la cathédrale végétale. Soudain, il s'immobilisa. Son torse nu luisait de sueur dans la pénombre. Le capitaine pointa son fusil, qu'il avait armé en quittant le bateau, vers le sommet d'un bosquet de palmiers, attendit que les cris reprissent et vida son chargeur coup sur coup. Des hurlements de terreur se firent entendre, suivis d'une cavalcade précipitée. Puis, trois singes chutèrent du haut des palmiers, emportant dans leurs mains les noix qu'ils dégustaient quelques instants auparavant. Le capitaine, satisfait, se saisit des trois primates. D'un coup de machette, il rompit une liane et attacha les corps pour les transporter plus aisément. Il parcourut le chemin inverse, chargé de son fardeau et, avec une parfaite discrétion, regagna le bateau où il déposa le produit de sa chasse dans la cambuse du bord. Vadinho, le matelot cuisinier et seul homme d'équipage du Rafio, s'affairait avec une lenteur étudiée aux préparatifs du dîner. Le capitaine interpella le mulâtre. « Vadinho, prépare ces trois singes, mais surtout jette les têtes, les mains et les pieds dans le fleuve. Découpe la viande en petits morceaux que l'on ne puisse pas reconnaître son origine. Vous avez peur que nos invités n'apprécient pas le ragoût ? Ils sont tellement sensibles. Ils seraient capables de refuser de bouffer sous prétexte que c'est du singe. » Vadinho partit d'un éclat de rire qui tordit sa face ronde et noire d'un rictus de joie. « C'est ça, rigole mon pauvre Vadinho. C'est pas toi qui les as sur le dos dès qu'un des leurs est malade, sous prétexte qu'ils digèrent mal la répugnante nourriture que tu leur prépares. »« Pourquoi dire des méchancetés ?» se vexa le cuisinier. « Ma feijoada est la meilleure que je connaisse. »« Ouais, mais toi t'es pas difficile. Allez, active-toi vite et ne laisse rien traîner de compromettant. Je les entends qui arrivent. » Ayant regagné son hamac, le capitaine sombra dans une douce somnolence. « Capitaine, je vous parle. Vous m'écoutez ?» La voix semblait venir de loin, de très loin. « Allez, cessez de dormir et écoutez-moi. »« Mouais, » répondit le capitaine émergeant avec peine du sommeil. « Nous avons un nouveau cas de dysenterie. Je vous ai pourtant prévenu. Vous devez impérativement faire la cuisine avec de l'eau propre et désinfectée, et non pas la pomper directement dans le fleuve. Pas de panique. Il doit s'agir d'un peu de tourista, sans plus. Peut-être, mais mon équipe n'est pas une joyeuse bande de touristes en goguette. Tous ses membres doivent être en pleine forme pour assurer leur travail. Nous ne pouvons nous permettre d'être malades. Compris ? Ouais, grommela le capitaine en rallumant son cigare puant. Il regarda partir l'homme corpulent au fort accent américain qui venait une nouvelle fois de protester contre la nourriture infecte de ce pauvre Vadinho. L'Américain s'appelait Brian O'Neill. Il était responsable de l'expédition scientifique qui parcourait le fleuve Alto Yavari depuis 4 mois. Brian se demandait souvent pourquoi lui et son équipe s'étaient retrouvés sur ce rafio pourri avec un capitaine indolent et insolent et un cuisinier sans aucun talent. Mais en fait, il connaissait parfaitement la réponse.
L'expédition scientifique qu'il dirigeait était, pour des raisons politiques, menée par une équipe mixte. Lui et quelques autres étaient employés d'une firme pharmaceutique de Chicago. Leur but était purement commerciaux. Découvrir et recenser les plantes utilisées par la pharmacopée des peuplades indigènes, puis étudier les plus prometteuses et déterminer les principes actifs pour en tirer de nouveaux médicaments. Cela ressemblait tant à du pillage, au vol des connaissances ancestrales des Indiens, que la compagnie avait camouflé sa razzia sous le couvert d'une expédition pluridisciplinaire, regroupant des scientifiques venant d'horizons et de cultures différentes. Le principal bailleur de fonds était la Michigan Chemical Company, et le vernis de respectabilité était assuré par le musée Goldie de Belém. L'une avait apporté l'argent pour financer le projet, et l'autre ses connaissances du terrain, et ses partenaires habituels. D'où la présence du capitaine, son rafio qui ne tenait encore debout que par la peinture neuve dont il était recouvert, et son homme à tout faire, Padinho, du Cafuso, métis d'Indiens et de Noirs, matelot et cuisinier sans imagination. Pour connaître la suite de l'histoire, vous pouvez vous rendre sur www.editionlignecontinue.info. À bientôt.